Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du théorème des inégalités des accroissements finis appliqués avec les suites numériques pour l'étude des fonctions et des exponentielles. De l'inégalité des accroissements finis. Théorème de l'inégalité des accroissements finis. Si vous entendez aussi inégalité des accroissements finis, c'est le même théorème, hein, car le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Le théorème est le corollaire du théorème qu'on a l'habitude d'utiliser. Si f, les hypothèses de cette inégalité des accroissements finis, c'est soit f une fonction, f étant une fonction dérivable dans un intervalle i, f une fonction dérivable, dérivable dans un intervalle i, f une fonction dérivable dans un intervalle i, on suppose que, on suppose l'existence, qu'il existe, on suppose qu'il existe deux réels, l'existence de deux nombres réels, de deux nombres réels, m petit m et grand M. Oui, quel que soit, je vais dire exemple, tel qu'on a cette condition-là, quel que soit x qu'on se donne dans I, le f' de x est encadré par petit m et grand M. On nous dit si A et B sont deux éléments, si A et B sont deux éléments de I, tels que A inférieur ou égal à B, alors M facteur de B moins A est inférieur ou égal à f de B moins f de A est inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Ça, c'est le théorème des inégalités des accroissements finis. Le théorème des inégalités des accroissements finis, appelé par certains inégalités des accroissements finis ou le théorème des accroissements finis. Hmm. Si f est une fonction dérivable dans un intervalle, on suppose l'existence de deux nombres réels, petit m et grand M, quel que soit x qu'on se donne dans cet intervalle i. I, on avait dit quoi? I est un intervalle tel que la fonction f là est dérivable dans cet intervalle. Si f' de x est encadré par ces deux éléments, petit m et grand M, si a et b sont deux éléments, ce sont deux éléments, a et b sont deux éléments de I. A et B sont deux éléments de I. A et B sont deux éléments de I, tels que le A inférieur ou égal à B, alors M facteur de B moins A est inférieur ou égal à F de B moins F de A, qui est inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Mais on n'utilise pas souvent ce théorème-là. On utilise la version, le corollaire du théorème. Le corollaire du théorème. Si on choisit soit F, une fonction dérivable, une fonction dérivable dans un intervalle i, dans un intervalle i, on suppose, on suppose qu'il existe un réel m positif, euh, tel que, tel que, tel que soit x appartenant à cet intervalle i, la valeur absolue de f' de x ne dépasse jamais grand M. Si on a ça, si A et B sont deux éléments, sont deux éléments de, sont deux éléments quelconques. Vous prenez A et B, deux éléments quelconques de I, alors f de B moins f de A
est inférieur ou égal à m et moins 1. Voilà le corollaire de ce théorème des accroissements finis. Ces deux versions-là, il faut bien les retenir parce que c'est ce que nous allons utiliser dans les exercices, surtout en études de fonction. Si vous regardez bien la dernière partie des études de fonction, si la fonction est composée de quatre parties, parfois de trois parties ou cinq parties, la dernière partie ou l'avant-dernière partie, c'est toujours l'utilisation des, soit suites numériques ou le calcul intégral ou les équations différentielles. Euh, et on peut utiliser aussi le théorème pour le cas des suites numériques, le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Et surtout la deuxième version, le corollaire du théorème de l'inégalité des accroissements finis. Soit f une fonction dérivable dans un intervalle i, on suppose l'existence d'un réel positif m, strictement positif, tel que quel que soit x qu'on se donne dans i, la valeur absolue de f' de x ne dépasse jamais grand M. Si a et b sont deux éléments quelconques de cet intervalle i, alors la valeur absolue de la différence f de b moins f de a est inférieure ou égale m multiplié par la valeur absolue de B moins. Voilà donc ce qu'on peut retenir pour cette partie, l'application des suites numériques avec la fonction ln et la fonction exponentielle. Sans tarder, on va l'appliquer au niveau des exercices. Voilà. Nous avons proposé trois exercices le premier exercice, c'est en utilisant la fonction ln. Le deuxième exercice, nous allons utiliser la fonction exponentielle. Le troisième exercice aussi, ça utilise la fonction exponentielle. Vous m'entendez? Vous avez ici étudié les variations de la fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini par f de x égale 2 ln de x plus 1. On demande de tracer la courbe représentative C dans un repère orthonormé d'unité graphique, c'est 2 cm. Quand on vous demande de l'étudier, on étudie quoi? La fonction, on l'étudie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, le domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini. On cherche les limites aux bornes du domaine de définition. Après, on dérive la fonction, on dresse le tableau de variation, vous cherchez les asymptotes s'il y en a et de tracer maintenant la courbe. Vous avez réussi à le faire? L'expression de la fonction f de x égale 2 ln de x plus 1, le domaine de définition, f de x, le domaine c'est donné par l'énoncé, b de f égale moins 1 plus l'infini. Nous devons chercher quoi? Les limites aux bornes du domaine de définition. Un volontaire pour les limites. Limite lorsque x tend vers moins 1, c'est moins 1 plus de f de x. Égale limite lorsque x tend vers moins 1, comme ça, de 2 ln de x plus 1. Un volontaire pour la limite. Oui, Aïssatou Diang Diop. Euh, Par composé, on cherche la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de x plus 1. On cherche la limite. Lorsque x tend vers moins 1 plus de x plus 1. Limite lorsque x tend vers moins 1 plus de quoi? De x plus 1. Et là, ça donne quoi? Un zéro. Oui, Aïssatou. Euh, on, on trace le tableau de signes pour se rendre compte que Ouais. le... On cherche le tableau de signes de x plus 1. Voilà, donc c'est bon. Mhm. Ce qui donne ici que vous avez un zéro plus. Oui, Donc, par composé, par composé. La limite lorsque x tend vers moins 1 plus de 2 ln moins 1 plus 2 de 2 ln 2 x x plus 1 égale. égale moins l'infini. Voilà, ça c'est une propriété. Quand la limite de ce que vous avez là à l'intérieur, x plus 1 tend vers 0 plus, par composé, ça doit tendre vers moins l'infini.
Ce qui implique quoi? Que la limite, lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x égale moins l'infini. C'est très bien. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x Est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus 1. de 2 ln de x plus 1. On va faire de même aussi, hein. Mhm. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez dit de x plus 1 égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x qui est égal à quoi? Plus l'infini. Mhm. Hein? Par composé, Par composé, limite lorsque x tend vers limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de lorsque x x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus 1 plus 1 est égal à quoi? plus l'infini. Plus l'infini. Par conséquent, Par la conséquent, limite quand lorsque x x tend vers plus l'infini de f de x égale. plus l'infini. Très bien. Donc, vous avez égal à plus l'infini. Et l'autre limite qu'on avait trouvée ici aussi, c'est égal à plus l'infini. C'est égal à moins l'infini. C'est bon? Mhm. Après les calculs de limite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vérifier la continuité. On vérifie La continuité. la continuité. Oui, c'est cette fonction-là. À tout x, on associe x plus 1 est Continue. continu sur l'intervalle. Oui. La fonction à tout x, on associe x plus 1 est dérivable aussi sur l'intervalle. Mhm. Ce qui implique par conséquent la continuité de ça, de cette 2 ln2 plus 1 est continu et dérivable sur l'intervalle par composé, c'est continu et dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. C'est bon? Ah, Et comme c'est dérivable, vous pouvez dériver la fonction. F' de x égale égale 2 ln de x plus 1 prime. 2 ln de x sur x plus 1. Parce que dérivé de ln de x, dérivé, c'est égal à u' sur u de x. Voilà. Dérivé de ln de u, c'est u' sur u. Et maintenant, on peut étudier le signe. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle moins, ce qui nous donne quoi? Que x est supérieur à moins 1. Mhm. Comme x est supérieur à moins 1, x plus 1 est supérieur à 0. Le numérateur est supérieur à 0, le dénominateur est supérieur à 0, ce qui donne f' de x donc est supérieur à 0. Ce qui implique que f est croissante. F est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et avec ça, vous pouvez dresser le tableau de variation. On peut dresser le tableau. Voilà. On peut dresser le tableau. C'est positif. Ici, c'est moins l'infini. Et là, c'est plus l'infini. On va faire du sec. Monsieur, au niveau de x, Oui. c'est pas moins 1 plus infini. Léegi bi ñu amee moins 1 plus infini ci kaw boo wàccee ci suuf boo defee f' de x f de x bi
dangay am li nga amoon ci limite bi en moins 1 dañoo amoon Pas plus compris moins à quel l'infini niveau? ci Oui, tableau bi oui, duñ def moins 1 plus infini yow moins l'infini plus infini nga def oui, ci kaw. oui, vous avez raison, c'est moins 1 plus l'infini. La fonction n'est pas définie en moins 1. Maintenant, pour les branches infinies, oui, Kébé, Bonjour. bonjour, En moins 1, en moins 1. on a une asymptote verticale. Très bien. C'est ça l'interprétation limite lorsque x, c'est limite, limite finie, limite infinie, moins 1, ça, plus 1. On trouve quoi? C'est infini. Oui. Ce qui implique que CF admet une asymptote verticale Oui. d'équation X égale moins 1. E d'équation x égale moins 1. Très bien. En plus l'infini. En plus, l'infini, On calcule f, on a f la de x. limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On avait trouvé plus l'infini. On calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x Sur x. sur x est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus 1 sur x. Oui. Oui. On peut, euh, on peut poser grand X égale x plus 1. On pose grand x égale x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, Quand petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini. grand x tend vers plus l'infini, c'est très bien. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x ln de x plus 1 Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus 1 sur x, oui, égale à 2 ln de grand X. ln de grand x sur, Grand X. non, c'est grand x moins 1. Oui, oui. Grand X moins 1. On calcule la limite lorsque x tend vers, grand X tend vers plus l'infini de 2 Oui, est égal à 2. oui, c'est égal à 2, c'est constante, donc c'est linéaire, vous pouvez ne pas l'enlever. Oui, Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x oui, moins 1 est égal à oui, 1. est égal à, ah bon? 1. ln de x sur x lorsque x tend vers plus 0, l'infini. 0, 0. 0. Mais je pense qu'il y a problème d'écriture. Qu'il faut écrire comme ça, limite. Je vous montre comment il faut le présenter lorsque tend vers plus l'infini. Ça, c'est 2, je mets comme ça, ln de grand X sur grand X. J'ai divisé partout par grand X. Et au dénominateur, quand je divise par grand X, ça va donner 1 moins 1 sur grand X. On est d'accord? D'accord, oui. J'ai Donc, compris. j'ai scindé le dénominateur. Ou bien on reprend tout Oui, d'abord. On fait doucement pour permettre à tout le monde de comprendre. C'est ça, moins 1 sur grand X. On est d'accord? oui, oui. Et c'est la transformation, ça donne plus l'infini. C'est 2 ln de grand X sur grand X sur 1 moins 1 sur grand X. On est d'accord? Oui, Le numérateur va tendre vers 0 parce que vous aurez ln de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. 0 multiplié par 2, c'est 0. Le dénominateur, c'est 1 moins 0. 1 moins 0, c'est 0. Donc 0 divisé par 1, le résultat, c'est nul. Or, limite lorsque j'écris ici, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x est égal à 0. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur grand X est égal à ça. Et maintenant, vous pouvez écrire par quotient. Par quotient, la limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, de 2 ln de grand X sur grand X, divisé par 1 moins 1 sur grand X, est égal à 0 divisé par 1, c'est 0. D'où la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini, de f de x
sur x est égal à 0. Si c'est égal à 0, qu'est-ce qu'on peut conclure? CF, oui, Québec? On est une branche parabolique Oui. de De direction direction? x prime. X prime. Oui, ça s'appelle comment, cette direction-là? Admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. De direction l'axe des abscisses. C'est bon? Vous avez compris la question? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc, on peut tracer la courbe. On peut représenter comme on peut, avant de tracer la courbe, de voir quoi? Qu'est-ce qu'on peut représenter d'abord? CF inter. Au niveau de la première question, le tableau de variation, si vous regardez bien, la fonction est strictement croissante. Comme c'est strictement croissante, sur l'intervalle -1 plus l'infini, et que vous avez ici l'image de -1 plus l'infini, c'est moins CR, 0 appartient à R, ça signifie quoi? La courbe va traverser l'axe des abscisses. On peut regarder CF inter OY, ça donne quoi? X égale 0, ce qui implique que je dois calculer f de 0. Et f de 0, c'est 2 ln de 1 plus 0, ce qui nous donne 2 ln de 1. ln de 1, c'est égal à 0. Donc le résultat, c'est 0. f de 0 égale 0, ça passe par l'origine. Ça signifie quoi? CF inter l'axe des abscisses est égal à 0, CF inter l'axe des ordonnées aussi est égal à 0, ça passe par l'origine et vous pouvez représenter maintenant la courbe. Ça, c'est la deuxième question. La première question, c'était les variations. Voilà. Asymptote verticale, l'équation x égale -1, ça passe par x égale -1. X égale -1. C'est croissant, ça quitte moins l'infini. Vous avez ça, voilà. Vous aurez quelque chose comme ça. Branche parabolique de direction. Voilà. Puis c'est 1. Voilà, on a CF. C'est bon pour la représentation graphique. Nous avons pris l'unité graphique de centimètres. Là, ça représente 1 centimètre. Après, vous avez là 1 centimètre. C'est-à-dire 1 centimètre représente 2. Question 3. Question 3. Démontrer que la fonction g définie sur l'intervalle g est définie sur l'intervalle 2 plus l'infini par un g de x égale g de x égale f de x moins x. Montrer que g est bijective et montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique. On fait comment? Si on vous pose ces genres de questions, ce qu'il faut faire est très simple. Vous avez le domaine de définition de g. Il faut calculer les limites aux bornes du domaine de définition de g. Après, dériver la fonction g. Limite lorsque x tend vers quoi? Vers 2, de 2 plus 2, vers 2 de g de x est égal à limite lorsque x tend vers 2 de f de x moins x. Et là, ça donne quoi? Limite lorsque x tend vers 2 de 2 ln de x plus 1 moins x. Comme g même est défini en 2, on pouvait calculer directement la valeur de f de 2. Et la limite, quand x tend vers 2, limite lorsque x tend vers 2 de x plus 1 est égal à quoi? 2 plus 1 égale 3. Ce qui implique la limite lorsque x tend vers 2 de 2 ln de x plus 1 égale 2 ln de 3. Et limite quand x tend vers 2
de moins x égale moins 2. Par somme, on a la limite lorsque x tend vers 2 de 2 ln de x plus 1 moins x est égal à 2 ln de 3 moins 2. Limite lorsque x tend vers 2 de g de x est égal à 2 ln de 3 moins 2. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 x1 moins x. On fait comment pour cette limite? Oui, Québec? On calcule la limite de x tend vers plus l'infini de x plus 1. Oui. Euh, Quand on le calcule, on va trouver plus l'infini. oui. On Oui. calcule limite de plus l'infini de ln de x. Ça donne plus l'infini. Oui. Oui. Par composé, ça donne plus l'infini. Oui. Et on calcule limite de plus l'infini de ln de x plus 1. Et on trouve par produit, on trouve plus l'infini. Reprends. Pour calculer cette limite, on fait. On calcule limite Oui. lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1. Oui. On trouve plus l'infini. Oui. On calcule limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Oui. Ça On donne plus trouve l'infini. plus l'infini. Oui. Oui. On calcule ensuite limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de x plus 1. Par produit, ça donne plus l'infini. Non, c'est pas par produit, c'est par composé. Tu as Hein? déjà fini avec ça. Limite quand x tend vers avec le ln. Oui. Ça On donne plus calcule limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x. Ça donne moins Voilà. l'infini. Avant de commencer, vous savez très bien que vous allez trouver ici plus l'infini et moins l'infini, c'est fi forme indéterminée. Est-ce que vous allez rester ici à le calculer alors que vous savez que si tu trouves fi, tu dois lever l'indétermination? Oui. Vous n'allez pas perdre 3 minutes pour ça. Oui. Vous savez que là, c'est plus l'infini, ici, c'est moins l'infini, et plus l'infini, moins l'infini, c'est fi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va factoriser par x. Très bien, on factorise par x. Oui. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, on factorise par x, ça donne quoi? Ln de x plus sur x moins 1. Moins 1. C'est ça, non? Oui. Allez à la ligne et calculer le résultat. On avait plus l'infini de 2x. Ça donne plus l'infini. Oui. Et l'autre limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins 1. La première composante, ln de x plus 1 sur x, on l'avait déjà calculé à la première question. Oui. Ça donnait 0, non? Oui. 0 moins 1, Moins 1. moins 1. C'est ici qu'il faut parler maintenant par produit. Moins l'infini. Par produit, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x facteur de ln de x plus 1 sur x moins 1 est égal à Moins l'infini. moins l'infini. Ce qui... oui, Serigne Abdou Khadre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et, la manière dont vous avez factorisé le 2x en haut, La manière dont on a factorisé
l'x. Vous avez factorisé par 2x au lieu de x. Alors, si on fait le produit, à la place de moins 1, on va Oui, trouver, j'ai factorisé euh, ici par, je laisse le 2 ici là. oui, ça va, oui, oui. Et merci. Voilà. Et ici, cette limite-là, même si vous mettez le 2, comme là, ça donne 0, multiplié par 2, c'est 0. Oui, oui, oui. C'est une limite qu'on avait Merci. déjà rencontrée. Oui, oui. C'est bon? Oui, oui, merci. Voilà. C'est bon, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dériver la fonction. F est dérivable sur l'intervalle moins l'infini. F est dérivable sur moins 1 plus l'infini. Alors, F est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini. On est d'accord? Donc, la fonction qui à tout x, on associe f de x moins x est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et comme c'est dérivable, c'est la fonction g, vous pouvez dériver g. G' de x égale f' de x moins 1. F' de x, rappelez-moi le f' de x. F' de x égale, oui, Salah Diallo, f' de x égale 2 sur x plus 1. 2 sur x plus 1. Maintenant, Ouais. on fait comment? Oui, Serigne Abdou Khadr. Vous pouvez répéter la question? F' de x. Les calculs, je Oui. demande les calculs. Est égal. G' de x égale. X plus 1 facteur de 2 moins x moins 1. Le résultat est correct. Oui, oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle les variations, c'est-à-dire le tableau de signes du numérateur et du dénominateur. Mhm. Ne vous fatiguez pas, il faut faire comme ça. Vous ne pouvez pas donner les encadrements. On fait doucement 1 moins x, x plus 1. Après, vous allez faire le quotient. Mhm. Là, on est sûr que ce que l'on est en train de présenter est correct. Ça s'annule en moins 1 et 1. On est d'accord, non? Oui, oui. Là, ça s'annule en 1, donc c'est négatif ici, positif, positif. Ça s'annule en moins 1, négatif, positif, positif. En moins 1, c'est différent. Ça s'annule en 1. Là, c'est négatif, Chef, positif, négatif. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, excusez-moi. nous? Oui, Z' de x au numérateur, au numérateur, oui. c'est pas plus x. Plus x. Oui. G' de x. G' de x, c'est au numérateur. Oui, c'est x plus 1. G' de x égale f' de x moins 1. F' de x, c'est 2 sur x plus 1. C'est moins x plus 1. Moins x plus 1, c'est plus 1. Mhm. Plus x. Oui, c'est ça. Il a mis 1 moins x. Ah, d'accord. Le résultat est correct? Oui, oui. Ok, on peut continuer donc. Et maintenant, on doit regarder où? Ce qui nous intéresse, c'est à partir de 2. Si vous regardez bien, à partir de 2, c'est là. 2, c'est ici, non?
On est d'accord? C'est bon? Oui, oui. Donc, sur l'intervalle 2 plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut dire? Zx est négatif. Zx G est prime de négatif. x est négatif. Mhm. Alors, G est Décroissant. strictement décroissante. Mhm. On est d'accord? Et donc, vous pouvez dire que on peut énoncer le théorème de la bijection. G est continu et strictement décroissante alors elle réalise une bijection de quel intervalle? De 2 plus l'infini vers, Vers J. l'intervalle, Vers J. vers J. Mais le J est égal à quoi? G de 2 plus l'infini. Mhm. Regardez ici, si j'avais représenté le tableau de variation, je pouvais le faire de plus l'infini. Et là, vous avez G' de x, ici G, x, strictement décroissante. Vous avez ici, c'était plus l'infini. Non, c'est pas plus l'infini. C'est là, moins l'infini. G de 2, on avait trouvé quoi, G de 2? 2 ln de 2, ln de 3, moins 2. C'est ça, non? Mais monsieur, Oui? est-ce que c'était l'appel de retracer le tableau? Non, c'est juste pour les explications. Oui, oui, Le tableau merci. de variation. Non, non, ce tableau-là que vous venez de faire. Oui, c'est le tableau de variation, ce que je viens de te présenter. C'est le tableau de variation. Oui, oui, Ah, le tableau de de si. 2, oui, G de 2 plus l'infini. Comme Oui, c'est fermé en 2, on doit, n'est-ce pas, calculer G de 2 et limite oui, en oui, plus l'infini. on doit calculer G de 2. J'ai dit qu'on peut calculer G de 2, on peut calculer la limite. Vous avez calculé la limite. On pouvait écrire Oui, directement G de 2 égale, et G de 2, on a la valeur de G de 2. eh Et oui. l'autre, on fait la limite. Donc, ce Mhm. J-là, avec J égale quoi? L'intervalle moins l'infini, 2 ln de 3. La fonction G est continue et strictement décroissante. Alors, elle réalise une bisection de l'intervalle 2 plus l'infini vers l'intervalle moins l'infini, moins l'infini 2, ln de 3 moins 2. Calculez-moi 2 ln de 3 moins 2. La valeur approchée de 2 ln de 3 moins 2. C'est 0,19. C'est 0,19. Vous voyez que c'est positif, non? Oui. Après, vous allez ajouter or. 0 appartient à Moins l'infini 2 de ln de 3. ln de 3 moins 2. Par conséquent, Il existe une unique solution alpha. oui, il existe Une unique solution une alpha. unique solution, ils l'ont appelé alpha, une unique solution alpha
appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, tel que g de x égale 0. Voilà l'unicité. L'unicité est garantie. Pourquoi? Parce que la fonction g est bijective. Donc, si vous trouvez un élément, cet élément-là admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ. L'élément 0 est dans l'ensemble d'arrivée. Donc, 0 admet un unique, un et un seul correspondant dans l'ensemble de départ. Et ici, l'ensemble de départ, c'est 2 plus l'infini. Pour montrer que l'équation g de x admet une unique solution, ce qu'il faut faire, c'est de montrer que g de x est bijective. Voilà, donc nous avons montré que le g de x là est bijectif. Comment on a montré que g de x est bijectif? G est continu et strictement décroissante. Si c'est strictement monotone, c'est bon. C'est continu et strictement monotone implique que c'est bijectif. Et là, pour ce cas précis, G est continu et strictement décroissante. Alors, G réalise une bisection de l'intervalle 2 plus l'infini vers l'intervalle moins l'infini 2 ln de 3 moins 2. Or, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini ln de 2 ln de 3 moins 2. Par conséquent, il existe une unique solution alpha appartenant à 2 plus l'infini tel que le g de x égale 0. Nous venons de prouver que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha. Donc, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha, et il faut préciser là où se trouve alpha dans 1 plus l'infini. Voilà. Maintenant, la quatrième question, et c'est le but du cours, la quatrième question, parce que la première partie, c'est uniquement les deux premières questions, c'est étudier les variations de f. Nous l'avons étudié, après tracer la courbe, c'était la deuxième question. Et la troisième question, c'est de montrer que g de x admet une unique solution. Maintenant, la quatrième question, c'est quoi? C'est les suites numériques. On considère la suite U indice n définie par U0, et ça nous permet de ramasser une question très importante qu'on n'avait pas abordée quand on faisait les suites numériques, c'est la représentation. La première question, c'est sans faire de calcul, représenter les 4 premiers termes de la suite U indice n sur l'axe des abscisses. Comment on représente les 4 premiers termes sur l'axe des abscisses? Sans faire des calculs. On nous demande de ne pas calculer. Sans faire des calculs, représenter les 4 premiers termes de la suite U indice n sur l'axe des abscisses. On procède comment? Le lien qui existe entre cette suite numérique et la courbe, on remarque que f de U indice n est égal à U indice n plus 1. Si vous regardez bien, on avait f de x égale 2 ln de 1 plus x. Et c'est ça qui entraîne que vous avez f de u indice n égale 1 plus, voilà le lien. Et f de u indice n, le f n est égal à u indice n plus 1. Donc, on peut retourner à la courbe. Oui. La courbe qu'on avait tracée, on avait dit que l'unité graphique, c'est de 1 cm ici, dans un repère autonomé d'unité 2 cm. Voilà le 2. Ici, c'est quoi? C'est le U0. Vous avez ici U0. Et maintenant, pour la représentation, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut toujours tracer ce qu'on appelle la première bisectrice. La première bisectrice. Très bien, on trace la première bisectrice. Et c'est ça la première bisectrice, la courbe, la première bisectrice est là. C'est la droite qui passe par 0 d'équation y égale x. C'est bon? On Oui. représente I0, on connaît I0 parce qu'ils ont donné I0 égale combien? Là où j'ai 5. représenté le I0, c'est pas bon. I0 égale? 5. I0 égale 5, donc je dois le représenter sur là c'est 2, 3, 4, voilà. Ici c'est 4 et là c'est 5, n'est-ce pas? Je dis que I0 est là. I0, qu'est-ce qu'on va faire sur la courbe? Comme ça, vous projetez sur la courbe. C'est ici que ça touche la courbe, non? Je fais comme ça, la courbe continue. Ça, c'est la courbe, ça touche ici la courbe. Après, on fait comment? On projette donc sur... À droite. Et ici, ça va donner quoi? C'est le F de U0. U0. Et F de U0, ça représente U1, non? Oui. On le projette à nouveau sur la première bisectrice et le projeter sur l'axe des quoi? L'axe des abscisses. Et ça va représenter le U1. U1. Parce que quand on a U1 ici sur l'axe des ordonnées, on peut le reporter sur l'axe des abscisses parce que c'est symétrique par rapport à quoi? Par rapport à la première bisectrice. Donc la distance que vous avez là, qui représente cette distance-là, qui va représenter le U0, U1, cette distance, on peut le reporter sur l'axe des abscisses, symétrique par rapport à la première bisectrice. Donc vous avez U0, vous projetez U0 sur orthogonal sur la courbe, après le projeter sur l'axe des ordonnées. F de U0, c'est U1. Parce qu'on a quoi? La relation F de U indice N. Nous avons utilisé la relation F de U indice N plus 1 est égal à F de U indice N égale U indice N plus 1. C'est ce qui donne F de U0 égale U1. F de U1 égale U2. F de U2 égale U3. Et on aura représenté les 4 premiers termes. F de U3 égale U4. U4. On avait déjà U0, c'est 5. On peut représenter directement sur l'axe des abscisses 5. Après, on projette, on trouve le U1. U1 est là représenté. Maintenant, pour le U1, on projette sur la première bisectrice. Oui, si vous projetez sur la courbe, est là. Après, vous allez projeter sur, ça donne F de U1. Et F de U1 n'est rien d'autre que U3, U2. Et ce U2-là, il faut le projeter sur la première bisectrice. Voilà, vous le projetez là, vous avez là. Ça donne quoi? Le U. Ce U2. point-là, c'est U quoi? U2. On projette sur la première bisectrice, sur la courbe, c'est là. On le projette maintenant sur la courbe. Ça donne F de U2. Et F de U2, c'est U3. Et U3, vous le projetez sur la première bisectrice et vous revenez, vous projetez sur l'axe des abscisses et on retrouve quoi? Le U3. Voilà, nous avons représenté les 4 premiers termes. Premier terme, c'est quoi? U0, U1, U2, U3. L'indice du premier terme, c'est 0. Mais on commence à partir de 0. On compte à partir de 0. U1, U0, U1, U2, U3. Donc, voilà les 4 premiers termes que nous avons représentés sur la première bisectrice. Sur l'axe des abscisses. Oui, c'est fait à main levée, donc vous devez le représenter correctement. Voilà, nous venons de représenter les 4 premiers termes sur les 4 premiers termes de la suite U indice N sur l'axe des abscisses. Et la deuxième question, c'est de démontrer par récurrence. On demande de démontrer par récurrence quoi? Pape Mandour. Démontrer par récurrence que pour tout x, démontrer que par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, un supérieur ou égal à 2. Oui. On fait comment? Et on doit démontrer que c'est vrai au premier rang. Oui. Qu'est-ce qu'on avait? Et U0. après, donc, Initialisation, on avait oui. U0 égale 5, non? Oui. 5 est supérieur à 2. Oui. Ce qui implique Donc que c'est vrai au U0 premier est rang. supérieur à 2. Oui. Donc c'est vrai au Ça, premier c'est rang. vrai Au premier premier rang. rang. Oui. Après, on suppose quoi? On suppose que UN plus 1 UN, est on supérieur à suppose que 2. UN est supérieur à 2. Oui. Après, on demande quoi? Après, on fait Démontrons que l'encadrement.
U indice n plus 1, supérieur à 2. U indice n plus 1 supérieur à 2, U indice n plus 1 est supérieur à 2. C'est ça qu'on demande de démontrer. Oui, Donc, il faut partir de la supposition, non? oui, Quel que soit n appartenant à ça, U indice n est supérieur à 2. mhm, On est d'accord? oui, J'ajoute partout, quel que soit n appartenant à grand N, 1 plus U indice n est supérieur à, mhm. 2. supérieur à quoi? 3, 3. 3. Très bien. Après, quel que soit Après, n qu'on se donne dans grand N, on on peut composer par ln, non? ln est une Oui. fonction croissante. croissante, oui. Donc, comme ln est croissante, vous avez ln de 1 plus U indice n est supérieur ou égal à ln de 3. À Ln de 3. Car ln est croissante. C'est bon? Croissant. Oui. Après, on fait quoi? Oui. Quel que soit n appartenant à grand N, on multiplie par 2, non? Mhm. 2 Oui. ln de plus U indice n est supérieur ou égal à 2 ln de 3. C'est bon. 3. Mhm. Quel que soit n appartenant à Oui. n, U indice n plus 1 est supérieur ou égal à quoi? 2 ln de U, et ceci est supérieur à 2. Nous venons de prouver que U indice n plus 1 est supérieur à 2. Donc, Donc, c'est vrai. au rang n plus 1. Oui, c'est vrai au rang n plus n 1. plus 1. Par conséquent, quel que soit n appartenant à grand N, U indice n est minoré par 2. C'est bon? Oui. C'est ça la deuxième question. Oui. C'est petit b de petit 4. Oui. Maintenant, c'est C'est. On peut partir de la réponse précédente, de la question précédente. montrons que pour tout Tout x x appartenant à 2 plus appartenant 9. à 2 plus l'infini, Valeur la absolue de valeur f absolue de de x f' de x égale à est 3 inférieure à 2. Yeah. Très bien. Oui. On peut passer de la question précédente. On a déjà Quelle montré que question? question B, 4B. Question 4b. On a déjà montré que un supérieur égal à 2. Donc un appartient à 2 plus l'infini. Ici, il n'y a pas de u indice n pour l'instant. Montrer que pour tout x, on parle des x. On parle d'une fonction. Nous avons déjà montré le b par récurrence. On est à la troisième question. Oui, oui. Oui, oui, relis bien la troisième On, question. monsieur, Oui, on avait montré que sur l'intervalle 2 plus l'infini, oui. f de x est décroissante. F est décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. F ou G. Moins 1 plus l'infini. Il ne faut pas confondre le F et le G. On avait, d'après quoi? La première question, 1, f' de x égale quoi? F' de x, qu'est-ce qu'on avait trouvé? 2 sur 1 plus, c'est ça, non? Oui, on peut Hein? encadrer f' de x. Oui, mais d'après 1, on avait sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, vous vous souvenez que f' de x égale 2 sur 2 x sur plus. 1 plus x. On est d'accord, non? Oui, La valeur absolue aussi de f' de x, donc, est égale à valeur absolue de 1 plus comme ça. On est d'accord? oui, Le f' étant positif, donc sa valeur absolue est égale à Oui. la valeur absolue de f' est égale à f' parce que f' est positif. On l'avait déjà montré. On avait déjà montré que le f' est positif. Oui. Oui. Or, on sait que, Maintenant, on fait quoi? 2 plus l'infini est inclus sur moins 1 plus l'infini. Oui, c'est pourquoi si c'est dérivable sur moins 1 plus l'infini, ça va être dérivable sur l'intervalle Sur 2 2 plus plus l'infini. C'est là qu'il faut Oui. venir maintenant à quel que soit x qu'on se donne dans 2 plus l'infini. C'est supérieur Appartenant à 2 plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? x supérieur à 2. Quel que soit x appartenant à... Si la propriété est vraie sur 1 plus l'infini, c'est vrai sur 2 plus l'infini. Parce que 2 plus l'infini est inclus dans 1 plus l'infini. On est d'accord?
Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais x supérieur à 2. Supérieur ou égal ou bien. On met, et oui, x implique que x est supérieur ou égal à 2. Après, on ajoute 1 partout, non? Oui, Ce qui implique x plus 1 est supérieur ou égal à 3. 3, oui. On fait l'inverse. Très bien. Et quand on fait l'inverse, ça donne 1 sur x plus 1 est Inférieur ou inférieur égal. ou égal à Un 2 tiers. tiers. Oui, ce qui implique toujours Multiplié par 2 sur x on plus 1 multiplie par 2, est non? inférieur ou égal à 2 tiers. Très bien, inférieur ou égal à 2 tiers. Et là, ça donne quoi? C'est la valeur absolue de f' de X. Inférieur de x. x. On l'avait déjà. Inférieur ou égal à 2 tiers. Conclusion. On a 4. Il faut conclure, quel que soit x qu'on se donne dans 2 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x ne dépasse jamais 2 tiers. Voilà. Et là, cette partie-là, c'est le but du cours. Parce qu'on avait dit quoi? Que si f est une fonction dérivable sur un corollaire du théorème des inégalités des accroissements finis, que si f est dérivable sur un intervalle i, ici l'intervalle i c'est 2 plus l'infini, tel qu'il existe un grand M positif, le grand M positif ici c'est 2 tiers, tel que f' de x, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à grand M, donc valeur absolue de x inférieure ou égale à 2 tiers, alors vous pouvez appliquer ce qu'on appelle le théorème des inégalités des accroissements finis. Voilà l'application. Dans cette question, je vais vous guider. C'est le théorème des inégalités des accroissements finis qu'il faut appliquer. Et pour appliquer le théorème, il faut vérifier toutes les conditions. Si les hypothèses sont vérifiées, on peut l'appliquer. Si les hypothèses ne sont pas vérifiées, vous ne pouvez pas l'appliquer. Donc, et c'est valable aussi pour les autres propriétés mathématiques. À chaque fois que vous avez un théorème, vous avez une proposition, pour l'appliquer, s'il y a des conditions, il faut d'abord vérifier les conditions. Si les conditions sont vérifiées, là, on l'applique. Si les conditions ne sont pas vérifiées, on ne peut pas l'appliquer. C'est bon? Bye, carré? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Ouais, quel que soit l'intro. On va faire d'abord, vous allez d'abord identifier, hein, bye, carré. Vous allez identifier l'intervalle I qu'on avait, ça correspond ici à quoi dans cette question? I de alpha. Hein? L'intervalle I, ça correspond à quoi? Ça va correspondre à I de n alpha. Un intervalle, tu me dis, ça correspond à un nom. Ça correspond à 2 plus l'infini. Ça correspond à 2 plus l'infini. Oui. Maintenant, le A et le B qu'on avait. Parce qu'on avait quoi? Si Le A, c'est f alpha. est dérivable sur un intervalle I, posons qu'il existe un M positif tel que la valeur absolue de f' ne dépasse jamais ce M inférieur ou égal à M. Après, on a dit quoi? Si, notre condition, si A et B sont deux éléments de I, tel que A inférieur à B, alors la valeur absolue de f de B moins f de A est inférieure ou égale à M, valeur absolue de B moins A. C'était ça le corollaire du théorème des inégalités des accroissements finis. Il faut savoir dans ce théorème-là, dans ce corollaire-là, c'est quoi les hypothèses? Les hypothèses, c'est quoi? C'est la fonction doit être dérivable dans un intervalle. Ici, nous avons une fonction dérivable dans un intervalle. L'autre hypothèse, c'est quoi? Que l'existence d'un M positif. Oui, nous avons trouvé l'existence d'un M positif. Tel que la valeur absolue de f' de x ne dépasse jamais ce M-là. Nous l'avons ici, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 2 tiers. Donc, l'intervalle I est égal à 2 plus l'infini, grand M est égal à 2 tiers. C'est bon? Maintenant, nous devons faire quoi? Nous devons supposer si il existe quoi? Il existe A et B.
Ces A et B là, comment on va les trouver? Existe On avait dit alpha. On avait dit alpha et quoi? U donne Alpha appartient à quel intervalle? à 2 plus 9. Alpha appartient à 2 plus l'infini. Très bien. Donc, alpha vérifie une condition. On va chercher l'autre condition. Alpha va représenter notre A. Maintenant, notre B, U donne. hein? U U donne de N. U de N. UN, UN, appartient. UN est supérieur ou égal à alpha. N'est-ce pas? Ce qui implique que UN appartient à 2 plus l'infini aussi. Voilà, nous avons trouvé deux éléments. Les A et B appartenant à I, c'est U et alpha et U indice N appartient à U. Et de plus, le A est inférieur à UN. Donc, le U indice N joue le même rôle que le B. Le 2 joue le même rôle que le A. On est d'accord? Mhm. Toutes les conditions sont vérifiées. Ça, ce sont les conditions. Les si. Maintenant, je vais réécrire. Je vais dire ça. Quel que soit X, on se donne dans 2 plus l'infini. Il faut le faire. Sinon, vous ne pouvez pas l'appliquer la propriété. F' de X est inférieur à 2 tiers. Et de plus, alpha, virgule, U indice N, tous les deux appartient à quoi? 2 plus l'infini. On avait dit deux éléments de I. Donc, ces deux éléments-là appartiennent à cet intervalle. Et il faut ajouter ça, alpha inférieur à U indice N. C'est ça. Une fonction dérivable, parce que nous l'avons dérivé, donc c'est dérivable. Tel que vous avez ça l'existence de grands thèmes là. Vous avez trouvé deux éléments qui appartiennent à ça. Et le alpha inférieur à U indice N. Alors, on peut dire, d'après le théorème des inégalités, des accroissements finis, avec on valeur a, absolue. tant que vous n'avez pas mis ces hypothèses-là, vous ne pouvez pas appliquer le théorème. Il faut rappeler les hypothèses, les conditions où le théorème s'applique. Si ces conditions sont en place, donc vous pouvez appliquer. C'est bon? Oui. Oui. On a la valeur absolue F de U donne. moins F de alpha. moins f de alpha est inférieur ou égal à 2, valeur absolue de U indice N moins alpha. On est d'accord? Oui. F de U indice N, c'est égal à U indice N plus 1. F de Moins alpha alpha. égale, Alpha. est-ce qu'on l'a prouvé que F de alpha égale alpha? Oui. Or, avant ça, on devait rappeler, or, G de alpha égale 0, ce qui implique F de alpha moins alpha, parce que G de alpha n'est rien d'autre que F de alpha moins alpha égale 0, ce qui va nous donner quoi? F de alpha est égal à quoi? Alpha. Ça se déduit de la troisième question. C'est d'après 3. C'est la troisième question. D'après 3, on a G de alpha égale 0, ce qui implique ceci. Donc, vous avez quoi? U indice N1 moins alpha est inférieur ou égal à 2 tiers valeur absolue de U indice N moins alpha. C'est bon? Oui. Voilà. Nous venons de prouver la relation. Après, on nous demande quoi? Puis de montrer quoi? La valeur absolue de U indice N plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 2. On procède comment? Récurrence. Par? Récurrence. Oui, vous avez deux méthodes. Vous pouvez faire par récurrence. Comme dans l'autre exercice, on nous demande par récurrence. Ici, on va présenter l'autre méthode. Et dans l'autre, on va essayer de récupérer la démonstration par récurrence. Quand on ne dit pas par récurrence, on n'est pas obligé de passer par récurrence. C'est bon? On peut réitérer. Hein? Vous voyez la relation qu'on avait ici, cette relation-là, vous pouvez réécrire ça maintenant à la place de, comme c'est vrai quel que soit n, ça va être vrai quel que soit k.
Quel que soit k appartenant à n, vous avez la valeur absolue de u indice k plus 1 moins ça est inférieur ou égal à 2 tiers, facteur de u indice k moins alpha. Maintenant, on va faire varier les k. K appartient à grand N, donc k va varier de 0 jusqu'à l'ordre. On va faire varier les k de 0 jusqu'à l'ordre k égale n. Et si k égale 0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez valeur absolue de U1 moins alpha est inférieur ou égal à 2 tiers, valeur absolue de U0 moins alpha. K égale 1, ça donne valeur absolue de ça, inférieur ou égal à 2 tiers, valeur absolue de U1 moins alpha. Pour K égale 2, ça donne U3 moins alpha, parce que c'est K plus 1. Si K est égal à 2, K plus 1, c'est 3. 2 tiers, valeur absolue de U2 moins alpha. Et là, donc, ça continue jusqu'à l'ordre n. Ça donne U indice n plus 1. Le K est égal à n, donc c'est égal à ça. Inférieur ou égal à 2 tiers, valeur absolue de U indice n moins alpha. Mais avant, je vais vous montrer pourquoi, par télescopage, les simplifications, comment ça va se passer. Avant d'arriver à UN, on va rencontrer U indice n moins 1. Et donc, vous aurez quoi? Valeur absolue de U indice n, c'est K par n moins 1. N moins 1 plus 1, c'est n. Donc, ça donne ceci. Et inférieur ou égal à 2 tiers, valeur absolue de U indice n moins 1, parce que vous allez remplacer K par n moins 1 moins alpha. Et il y aura des simplifications. Regardez, on va le faire par produit. Parce que comme c'est valeur absolue, la différence est différente de 0, donc c'est positif. Donc, euh, ce terme-là va se simplifier par produit. Quand on fait par produit, c'est-à-dire je multiplie à gauche les termes et multiplie à droite les termes. Ce terme-là et ce terme vont se simplifier. Ce terme et ça vont se simplifier. Vous voyez la manière dont on simplifie les parallèles là, c'est ça qui va continuer. Ce terme donc va se simplifier avec. Quand vous regardez bien, ce terme-là se simplifie avec ça. Donc, dès qu'on fait la première simplification, vous pouvez aller à la dernière simplification. Et tout ce qui reste entre les deux vont se compenser mutuellement. Ils vont se simplifier mutuellement. Ici, l'inégalité inférieure ou égale, et ça va rester ici quoi? Dès qu'on fait la première simplification, le terme qui va rester, c'est le terme diagonal à la valeur absolue de U0 moins alpha. Si vous regardez bien, U0 moins alpha, c'est ça. U0 moins alpha. Donc, ça va rester U indice n plus 1 moins U alpha. Et vous avez ici valeur absolue de U0 moins alpha. Maintenant, qu'en est-il pour les 2 tiers? On multiplie 2 tiers, multiplié par 2 tiers, multiplié par 2 tiers, multiplié par 2 tiers. Vous avez les 2 tiers combien de fois? N fois. Comment ça, vous avez su que c'est n fois? Il faut regarder tout simplement les indices. Quand vous regardez bien, ça commence par 1 et ça se termine par n. Donc, c'est n plus 1. Ce n'est pas n, mais c'est n plus 1. Sinon, vous comptez à partir de 0 jusqu'à n. Regardez, c'est de 0 jusqu'à n, non? Ce qui accompagne le premier terme de U de 2 tiers, c'est U0 moins alpha. Le dernier terme de 2 tiers, c'est quoi? C'est U indice n. Donc, vous avez fait combien? Vous avez quitté U0 jusqu'à U indice n. De U0 jusqu'à U indice n, le nombre de termes, c'est combien de termes? C'est dernier terme moins premier terme plus 1, donc c'est n plus 1. On est d'accord? Quel que soit n appartenant à n, nous venons de prouver quoi? Que U indice n, U indice n plus 1 moins alpha est inférieur à 2 tiers à la puissance n plus 1, valeur absolue de U0 moins alpha. On est d'accord? Maintenant, il faut évaluer quoi? La valeur absolue de 2 tiers parce qu'on voit à la fin 2 multiplié par 2 tiers à la puissance n. Ça signifie quoi?
que la valeur absolue de 2 tiers moins n là, c'est ça qu'il faut essayer d'évaluer. Valeur absolue de 2 tiers moins n. Ceci est égal à quoi? U0 égale 5 moins alpha. C'est valeur absolue de 5 moins alpha. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Oui? Salah Diallo? En fait, monsieur, j'ai pas compris pourquoi 2 tiers c'est à la puissance n plus 1. 2 tiers, c'est à la puissance n plus 1 parce que si vous regardez bien, c'est une multiplication. Pour la simplification, on multiplie membre à membre. On multiplie les termes à gauche et les termes à droite. Comme c'est positif, parce qu'il y a la valeur absolue, on peut simplifier. La simplification est possible. Maintenant, les 2 tiers, vous avez 2 tiers multiplié par 2 tiers, multiplié par 2 tiers, multiplié par 2 tiers, multiplié par 2 tiers. Les 2 tiers, on va les multiplier combien de fois? Nous allons les multiplier n plus 1. Pourquoi c'est pas n? Pourquoi c'est pas n? De 0 Oui. jusqu'à n, c'est combien de termes? Le premier 1 tiers est multiplié par valeur absolue de U0 moins alpha. On repère le U0. Merci. Le dernier 2 tiers est multiplié par valeur absolue de U indice n. Donc, on retient le n, l'indice. C'est n ici, et là, c'est U0. Monsieur, Oui. Sinon, vous regardez de l'autre côté, ça commence à partir de 1 et ça se termine à n plus 1. Ça vous permet de compter le nombre de lignes. Le nombre de lignes que vous avez, le nombre de fois que vous avez eu, que vous avez 2 tiers. Si vous regardez de l'autre côté, ça commence, c'est plus Monsieur, facile, donc ça commence à partir de 1 jusqu'à l'ordre n plus 1. merci. Oui, monsieur. Monsieur, ne parlez pas tous à la fois. Moi, de l'autre côté, si on commence, si K égale 0 jusqu'à K égale n plus moins 1. Oui. monsieur, je Oui. Monsieur, disais que vous avez utilisé Attendez indice du que je premier terme termine. moins indice du premier terme plus 1. Fatima, vous attendez, je réponds d'abord à Serigne Abdul Khadir. Serigne Abdul Khadir, oui, le premier. monsieur. Oui. Oui, pour tout K appartenant à n, vous avez mis K égale 0, si K égale 1, si K égale 2, jusqu'à K égale n moins 1. N plus 1. Non, n jusqu'à K égale n. Nous avons pris jusqu'à K égale n. Je ne comprends pas. Quand est-ce qu'on doit Ce qu'on s'arrêter doit à choisir, c'est dicté K par n ou K l'énoncé. égale n plus 1 ou moins n moins 1? C'est l'énoncé. C'est l'inégalité qu'il faut regarder. Ce qu'on veut démontrer. On veut montrer quoi? Que la valeur absolue de U indice n 1 moins ça. Donc, je dois m'arrêter à U indice n plus 1. Et pour s'arrêter à U indice n plus 1, je dois choisir K égale n. Donc, le choix de ces cas-là, ça va dépendre de la question, ça va dépendre de l'exercice. D'un exercice à un autre, ça peut changer. Merci. Oui, Fatima. Fatima? Oui, allez-y, maintenant, on vous écoute. Je disais que pour le nombre de termes, vous avez utilisé que l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. Oui, c'est ça qu'on a utilisé. L'indice du dernier terme à droite. À droite, les termes, c'est pas la même chose. Il faut regarder à droite ou à gauche. Si je regarde à droite, ça commence à partir de 0 et se termine à n. Si je commence à droite, ça commence à 1 et se termine par n. Que vous comptez à gauche ou à droite, vous allez trouver le même résultat. C'est-à-dire le nombre de termes va donner n plus 1. Parce que si vous prenez n moins 0 plus 1, c'est n plus 1. Si vous prenez n plus 1 moins 1 plus 1, c'est n plus 1. C'est bon? Oui. Voilà. Oui. Merci. Maintenant, on peut continuer. Il faut qu'on accélère un peu. Allez-y. Qu'est-ce qu'on avait? Le alpha
appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Ça signifie que alpha est supérieur ou égal à 2. Moins alpha donc est inférieur ou égal à moins 2. On est d'accord? 5 moins alpha est inférieur ou égal à quoi? 5 moins alpha est inférieur ou égal à 3. est inférieur ou égal à quoi? 3. 3. 3. Oui. C'est bon? Maintenant, ça donne quoi? Ça donne U0 moins alpha. U0. Le 5 moins alpha est comment? En termes de signe, le 5 moins alpha est positif ou négatif? Mais vous êtes Oui. N'oubliez pas que vous avez des suites négatif non, décroissantes. et positif. Quand une suite est décroissante, c'est majoré par son premier terme. Mhm. Ici, je manipule des suites numériques. Décroissante, U indice N est décroissante. Alors, U indice N, alors quoi? Et majoré par son premier. U0 qui est égal à 5 est supérieur à quoi? U indice N. C'est bon? Ah, et, Donc, on mhm. voit très bien que comme la suite elle est décroissante, elle va être tout de suite décroissante et majorée par son premier terme. Tout de suite croissante aussi est minorée par son premier terme. Ici, c'est majoré par son premier terme, donc U indice N moins 5 va être positif. Donc, valeur absolue de ça est égale à 5 moins alpha. C'est positif. Comme c'est égal à Mhm. ceci, je peux multiplier je peux multiplier maintenant par 2 à la puissance n plus 1, multiplié par la valeur absolue de... On va enlever la valeur absolue. oui, c'est ce que je vais faire, enlever la valeur absolue. Donc, n plus 1, facteur de 5 moins alpha, et ceci est égal à 2 tiers, facteur de n plus 1. Et là, ça donne quoi? C'est inférieur, on avait dit que les 2 tiers étaient inférieurs à 3, non? 5 moins, or, 5 moins alpha est inférieur à 3. C'est bon? Comme c'est inférieur à 3, je peux multiplier ici par 3. Et là, je fais comme ça, 2 à la puissance multiplié par. Parce que si vous avez a à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n multiplié par a. C'est ce que nous allons appliquer. Si les 3 vont se simplifier, ça va rester 2 tiers à la puissance n multiplié par 2. Et Multiplié par là, 2. donc, je peux Mhm. réécrire en disant que le 2, je peux mettre devant comme ça, 2 tiers puissance n. Nous venons de prouver quoi? Que est égal à ceci. Ce qui donne, là, c'est inférieur ou égal. Arrivé là, on met inférieur ou égal. À partir de là, c'est inférieur. C'est inférieur. C'est inférieur. Ce qui implique... C'est bon. Maintenant, on peut utiliser la relation là qu'on avait, quelle que soit, et le remplacer. La valeur absolue de U indice n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 2 multiplié par 2 tiers à la puissance n. Quel que soit n appartenant à n. Et on demande que la suite U indice n est convergente.
La suite est convergente. Limite lorsque on remarque que limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 tiers, là on l'avait déjà réglé, est égal à 0. Pourquoi c'est une suite est égal à 0? Pourquoi c'est égal à 0? Parce que c'est compris entre 2, Moins 1. moins 1 et 1. Ici, c'est compris entre 0 et 1, donc à la puissance n, ça tend vers 0. On est d'accord? Ça tend vers 0, ce qui implique la limite lorsque n tend vers plus l'infini de valeur absolue de u indice n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à quoi? 0. La valeur absolue est inférieure ou égale à 0, ça signifie que une valeur absolue est toujours positive, donc ça signifie que c'est égal à 0. La propriété dit qu'on peut le donner directement, nous sommes même en train de le démontrer. Ceci est égal à 0. La valeur absolue est nulle, ça signifie que c'est ce qui est à l'intérieur est nul. U de n plus 1 égale alpha. Moins alpha est égal à 0. Ce qui implique égal alpha. Et si c'est égal à alpha, ça signifie que euh, est-ce que vous avez bien compris la démarche avant qu'on continue cette question? Parce que la question 4, cette question-là, ça représente l'essentiel du travail, hein. Parce que c'est là où nous avons appliqué le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Est-ce que vous avez compris la démonstration? Vous avez Il y une a deux manières explication, de la s'il démontrer. vous plaît. J'ai réitéré, mais on pouvait passer par la démonstration par récurrence. Et comme on a 3 exemples comme ça, si ici on utilise cette méthode, dans l'autre exercice, on va changer et utiliser d'autres méthodes. Pour une première fois, nous allons utiliser, nous allons réitérer par télescopage, vous avez vu les simplifications. Est-ce que vous avez des questions? Je reprends vite les explications avant d'avancer. Très bien. Pour utiliser le théorème, on utilise ça, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, la valeur absolue, on avait de f' est inférieure ou égale à 2 tiers, 2 plus u alpha, et u appartient à 2 plus l'infini, et alpha inférieur à u indice n. Alors, d'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis, on a cette relation. Or, on avait dans la question 3 que g de alpha était l'unique solution de l'équation g de x égale 0, donc g de alpha est égal à 0. Oui, Diaw? Mamadou Diaw? Vous avez la relation, donc ce qui donne... Oui, Yao? Là où on demande de montrer que valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 2 facteurs de 2 tiers à la puissance n. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on peut démontrer ça par récurrence? Par récurrence. Oui, Vous allez bien sûr. supposer que la preuve, on va le vérifier au premier rang, c'est-à-dire lorsque Oui. n est égal à 0, ça donne Oui. 2. Vous avez à la 2 tiers à la puissance 0, ça donne quoi? C'est 2. Oui, C'est bon? Non, c'est puisque bon. là, c'est une déduction. La première relation, vous le démontrez par récurrence. La deuxième, ça se déduit de la première. La deuxième, arrivé là, je Oui. ne vais pas me fatiguer quand même à faire cette démonstration alors que j'ai la relation ici.
C'est cette relation-là cette relation que vous avez, c'est cette première relation que je dis que vous utilisez récurrence pour le démontrer. Mais arrivé là, une fois que vous avez la première démonstration, on ne va plus faire 3 étapes pour l'autre. On fait calcul direct, on a la relation, même si on peut le faire par récurrence. Ça va être une perte de temps de le faire par récurrence. Comment on peut déduire ces résultats-là? Comment? Comment on peut faire la déduction, quoi? La déduction, c'est ce que je suis en train d'expliquer, vous l'avez là. D'accord. Avancez. Là, c'est la démonstration. Vous avez la démonstration U indice N moins alpha est inférieur à 2 tiers à la puissance N plus 1 U0 moins alpha. C'est démontré. À partir de là, maintenant, on va... À partir de là, il faut tout simplement s'intéresser à ce terme-là, la valeur absolue de U0 moins alpha. Et U0 moins alpha, c'est valeur absolue de 5 moins alpha. N'oubliez pas que les U indice N est une suite décroissante. Donc, majoré par le premier terme, vous l'avez même représenté. Dans la représentation, vous avez vu les U0 majoré par le premier terme U5. U0 égale 5. Donc, les U indice N, quel que soit N, U indice N est inférieur à U0. C'est-à-dire U0 est supérieur à U indice N. Alpha appartient à l'intervalle, alpha appartient à 2 plus l'infini. 5 moins alpha donc est inférieur à 3. Et que la valeur absolue de 5 moins alpha est égale à 5 moins alpha. Donc, on peut multiplier maintenant par 2 tiers à la puissance n plus 1. Là. Ici, quand vous multipliez par 2 tiers à la puissance n plus 1, facteur de 5 moins alpha, c'est inférieur à 3, multiplié par 2 tiers à la puissance n plus 1. Et que 2 tiers à la puissance n plus 1, si vous regardez bien, 2 tiers à la puissance n plus 1, on peut réécrire ça en disant que c'est 2 tiers à la puissance n multiplié par 2 tiers. On est d'accord, non? A à la puissance n plus. Oui, quand vous avez a à la puissance n plus 1, c'est égal à a à la puissance n multiplié par a. C'est ce que nous avons appliqué ici avec le a égale 2 tiers. Donc, 2 tiers à la puissance n plus 1 est égal à 2 tiers à la puissance n multiplié par 2 tiers. Et si vous faites ça, vous aurez les simplifications. Les 3 vont se simplifier, ça va rester de 2 et vous avez la relation. Oui, Fatima? Monsieur, ici, vous Oui. avez montré que la suite est convergente à travers décroissante et majorée. Donc, il est obligatoire de chercher la limite parce qu'on ne nous a pas demandé ça. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et on l'a cherché, la limite continue. Là, là. Oui, j'ai dit que est-ce qu'il est obligatoire de chercher la limite? Le fait que est convergente, montrer que ça c'est convergente. Le fait Oui. que vous avez... Oui? D'abord, je J'ai montre dit- que c'est convergente et je détermine la limite. Montrer que c'est convergente. Montrer que c'est convergente. On a U Oui. indice N. Et comment? Décroissante et minorée. Oui. Si c'est obligatoire de chercher la limite. Non, Oui, si c'est pas on ne- obligatoire de chercher la limite. Parce qu'on ne nous a pas demandé de la chercher.
Oui, vous pouvez vous limiter uniquement à U indice N et décroissante et Et majoré. minorée. Secondaire. Minorée par 2. Alors, elle est convergente. C'est bon? Et Oui. je peux ajouter ça de plus. De plus, la limite est égale à 0. Donc, vous pouvez la déterminer et dire que c'est égal à ça. Parce que quand on demande l'existence et qu'on parvient à calculer la limite et l'avoir, là, vous avez la détermination et l'existence. Mais il suffit tout simplement de dire que pour la convergence, que minorée et décroissante, ça converge. Ça converge vers quoi? Maintenant, ça reste pour ça, c'est pour la détermination. La dernière question. E. Monsieur, On aille vite. Oui, le E. qui pardon, pour l'avant-dernière question. Oui. Quelle règle on a appliquée pour montrer que ln de x qui tend vers plus l'inf de un plus 1 égale alpha égale égale limite en plus l'infini de un égale alpha. Oups. Là, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n est égal à 0. On est d'accord? Oui, oui. Oui. Croissance, comparaison, quand vous avez G qui est inférieur à F. Oui, La limite de G est inférieure ou égale à la limite de F. oui. Ah, l'inégalité est là. Ce que vous avez à droite représente G, ce que vous avez à gauche représente F. Maintenant, donc, c'est inférieur ou égal à quoi? Une limite qui tend vers 0. Donc, cette valeur absolue-là est inférieure ou égale à cette limite égale, est inférieure ou égale à 0. Mais est-ce que la Oui. valeur absolue peut être, quand on dit la valeur absolue est inférieure ou égale à 0, c'est parce que la valeur absolue est égale à 0. Parce que la valeur absolue, elle est Il est toujours toujours positive. positif. Donc, c'est pourquoi cette limite est égale à 0. Et la valeur Oui. absolue égale 0, ça signifie ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est égal à 0. Mhm. Je ne suis pas sûr si vous avez rencontré la propriété en classe, mais je pouvais donner directement la propriété parce que la limite, quand vous avez ça égale 0, ça donne directement tout ça, je pouvais sauter. Tout ça. Mhm. Dit directement que la limite est égale à alpha. C'est ce que dit la propriété. C'est bon? La dernière question. Déterminer le plus petit entier naturel P tel que quoi? Pour la dernière question, Oui. on va remplacer n par n moins 1. N par p moins 1. On va remplacer n par Par p moins p 1. moins 1. D'accord? I de UP moins alpha est inférieur à 2 2 à la puissance n moins 1. n moins 1. C'est d'accord. Après, UP moins alpha inférieur ou égal à moins 2 près. Implique quoi? 2 facteur Oui, c'est ça. Inférieur ou égal à quoi? 10 moins 2. C'est ça que vous avez dit. Oui, Après, vous allez diviser par 2. oui. Alors, 2 est inférieur à quoi? 10 moins 2 sur 2. Et 10 moins 2 sur 2, ça donne combien? 10 puissance moins 2 divisé par 2 égale. Utilisez vos calculatrices. Même sans calculatrice, vous pouvez le faire, c'est simple. Égal, 5, 10 carré. moins 3. Hein? 5, 10 moins 3. Égal. 5, 10 moins 3. Non, la valeur, je veux la valeur numérique. En numérique.
sans des 10 puissance. Ok. 10 puissance moins 2 égale Égal à 1 sur 200. non. On met 1 sur 200. Tout. Attention. 10 puissance moins 2, c'est égal 0,01. 0,01. C'est ça, divisé par 2. 0,01 divisé par 2 égale Égal à 1 sur 200. non, égale la valeur numérique. 5, 10 moins 3. La valeur numérique. C'est 0,005. Ah, Voilà. ok. C'est ça. Hmm. Oui. Maintenant, vous allez appliquer ln pour récupérer. On met ln2. C'est une fonction croissante. Ça donne n moins 1. Non, p moins 1. C'est, à la place, c'est p. Hein? Donc, c'est p moins 1. Oui. ln2. 2 tiers qui est inférieur à ln2. 0,05. On est d'accord. Maintenant, pour 1 moins p, on doit diviser par ln2. 0,005. On doit diviser par ln2. Ça, c'est sans calculatrice. Sur Vous pouvez pas le faire. 2 tiers. ln2, 2 tiers. 2 tiers. 2 tiers. Et ln2 2 tiers est négatif. Oui. Oui, le résultat calculé. 13,06. 13,06. 13,06. Hmm. 13,06. P est supérieur à 1 plus 13,06. Donc, P est supérieur à quoi? 14,06. 14,06. Donc, P est égal. Le plus petit entier qui vient après 14,06, c'est quel entier? 13. 13. C'est 15. C'est 15. Et supérieur. Donc, ça donne 15, non? Super, oui. Désolé, oui. Maintenant, on dit quoi? Que représente P de UP? UP qui est égal ici à U15 est une valeur. Oui, c'est quoi? Approché. Voilà approché. Oui, est une valeur approchée de. Une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 2. Près. Voilà. C'est une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 2 près. Sauf erreur de calcul, c'est ça la valeur de alpha. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Merci beaucoup. OK.